Bienvenue à cette émission de la saison 2, Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis votre animateur Benoît Ménard, en compagnie de la médium multidisciplinaire Julie Leblanc. Coucou tout le monde, soyez bénis en ce jour radieux. Bonjour Benoît. Bonjour Julie, bonjour aux auditeurs, auditrices et merci au groupe Focus pour leur contribution à l'émission. Oui, précieuse contribution parce qu'il s'occupe, entre autres, de la partie recherche et donne le contenu aux animateurs pour pouvoir comme faire un pont entre ce que moi je vois de l'autre côté en énergie. Un super travail d'équipe. On vous offre une émission hebdomadaire sans pause publicitaire. Tout ça parce qu'on est des âmes dévouées et généreuses et que ça nous permet d'avoir un divertissement à nos intérêts, hein. Si vous aimez la spiritualité, si vous aimez les vedettes, ben voilà, vous avez une émission où ce qu'on peut tous évoluer ensemble. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, je suis très heureux des célébrités prévues puisque l'une d'elles est tirée de ton livre Guérir avec les stars. C'est d'ailleurs la dernière qu'on n'avait pas encore vue. Donc, j'étais excité de faire cette émission-ci. Mais avant de passer à ces célébrités-là, est-ce que tu avais des retours à faire? Évidemment. OK. Lors de l'émission avec Andrews, OK, j'avais remarqué que son 5 pieds 3 était éteint. Il était sombre, il était sale. Et puis, fait que quand j'ai pas vu sa grandeur, mais j'ai vu qu'à 5 pieds 3, elle avait un blocage. Et j'ai été curieuse. Fait que j'ai été voir qu'est-ce qui s'était passé par la suite. Pourquoi que le 5 pieds 3 était alourdi. Évidemment, il y avait un karma à ce niveau-là. Et là, j'ai pas eu le détail. Est-ce que c'est un 5 pieds 3 qu'elle a eu maintenant? Tu sais, elle a grandi, là, elle est passée de 5 pieds 8, mais elle a passé par le 5 pieds 3. Est-ce que c'est arrivé dans le 5 pieds 3 quand elle était dans cette incarnation-ci? Ou est-ce que c'est une mémoire d'âme où elle avait eu un corps de 5 pieds 3? Ben, malheureusement, j'ai pas le détail. Je sais pas c'est où que c'était. Mais en le ciblant, le Saint-Pied-3, on a été capable de faire le travail. Alors, c'était très simple. Elle a vécu beaucoup de méchanceté. OK? Qu'on lui avait fait. Et elle avait eu un combat là-dessus. Euh, et ça l'a comme effacé une partie de qui elle était et la solution n'a pas pu se rendre, en tout cas ne serait-ce que pour faire un pont de lumière. Et il y avait aussi, avec ce problème-là, un plexus déphasé. Donc, c'était un mystère, il y avait beaucoup de la déception et c'était attaché au plexus avec une grosse vibration de colère, comme de ressentiment d'avoir encaissé cette méchanceté-là. Alors, il y a eu comme effet aussi une atrophie de sa connexion avec sa psyché et là il y avait des bouleversements en lien avec la mère. Donc c'était un gros morceau et ça a été désamorcé, ça a été soulagé. Julie, elle a accepté finalement de pouvoir libérer ça et ça avait le même effet comme d'ouvrir une vieille pièce qui n'avait pas été ensoleillée ni aérée ou quoi que ce soit. Fait que c'est comme il y a eu beaucoup de poussière que fou, elle a vraiment cédé son pouvoir à l'homme dans ce problème-là. Et puis, ça a été marqué. Donc, à partir de ce moment-là, l'âme a accepté de sortir. Elle a sorti aussi d'autres problèmes, pas une boulimie, mais on voit qu'il y a eu un problème au niveau du plexus de l'estomac, etc., et que c'était un petit peu mélangé et à l'envers. Alors, elle a accepté de revenir à sa tendresse, à sa douceur. Donc, c'est le rose et le jaune qui est venu illuminer son cœur et ça a monté 2 stries pour libérer sa gorge. Et à partir de là, ça a libéré son troisième œil, puis elle est arrivée à l'acceptation nécessaire de se libérer de ce fardeau-là, d'ignorance, entre autres, au niveau karmique, compassion, l'empathie et la joie de vivre ont réussi à un taux miracle parce qu'elle est fabuleuse, puis elle a réussi avec son bleu cobalt à se réinventer et à se dégager. Et la boule du plexus a réussi à partir, mais en 3 temps.
mais elle est arrivée à le soulager complètement et à guérir cette partie-là qui est en connexion avec le lien de sa mère et le lien de son père, mais à plusieurs niveaux. Fait que là, je vous résume la patente assez vite, mais ça a quand même pris 25 minutes parce que elle a passé d'un état d'extrême vulnérabilité à, bon, avoir plus l'envie de s'en sortir, au vouloir reprendre son courage, de réouvrir les stores pour que la lumière rentre dans la pièce. Fait que ça a été beaucoup de courage successif qui l'ont ramené à la détermination d'être fabuleuse. Et là, on a connecté avec sa partie rêve en elle. Et là, elle a ramené la magie et la fantaisie qu'elle porte. Et là, elle a retapissé son environnement, puis elle est arrivée à chambouler ce qui limitait son 5 pieds 3, qui lui bloquait son genou et la jambe gauche. Donc, tout ça a été comme aéré et remanifesté. Donc, elle a reçu d'autres jambes, entre autres la gauche. Et puis, ça a tout été réactivé dans sa fonction autonome au niveau de son énergie. Et c'est vraiment l'énergie de sainteté dans le doré et un petit peu le miracle qui est venu libérer ce qui a été jugé envers son intérieur, son enfant intérieur aussi, puis aussi sortir la brosse pour le nettoyer karmiquement en profondeur. Et ça a été même dégagé chez une de ses filles. Alors, elle a libéré la culpabilité de prendre la parole, puis ça va être augmenté, elle va le faire plus souvent, peut-être dans le comique, peut-être plus ou moins public, mais au moins, elle va s'y rendre. Puis quand on regarde l'échelle de son évolution, elle y arrive dans cette incarnation-ci. Il reste plus beaucoup de temps, évidemment, à 89 ans. C'est pas que le temps est compté, mais dans son courage de lumière de qui elle lui arrive dans cette présente incarnation-là. Alors, ça a été un double bonheur pour elle, pour moi, le soulagement de son enfant intérieur, de ses craintes. Elle était persuadée de ne pas avoir raison sur certains concepts au niveau de l'humain. Ça a été corrigé au niveau du troisième œil. Elle s'est beaucoup pardonnée. Elle est tombée dans l'abandon par rapport à la lumière, hein, et non pas la blessure d'abandon en lien avec le père. Et bon, je ne sais pas si c'est clair, Benoît, mais elle a réussi. Bon, ben, tant mieux. Elle va y arriver. Euh, OK, fait que voilà pour le suivi de Julie Andrews. Alors, elle va suivre le courant un courant supérieur d'énergie, de magie à elle qui va l'amener à se bonifier dans sa lumière et arriver à accepter, à libérer tout le pardon. Et puis là, ben, ça va décoller de l'égrégore de la misère faite aux mères, aux femmes, et etc. Donc, il y a quelque chose là-dessus où elle va faire un bel au revoir et elle va quitter avec dignité et avec une réconciliation de son plan. En tout cas, de le résumer ainsi. OK. Là, deuxième élément concernant Albert Einstein. Celui-là, il est très difficile à expliquer aussi. Là, veuillez me pardonner, mais je vous raconte l'expérience. Ça a été gardé. Donc, après l'émission, après le retour de l'émission suivante, ben, l'étoile à mon quatrième œil était encore actif et encore connecté. Alors, j'ai pu suivre un petit peu l'élaboration des travaux qu'il avait amorcés pour moi lors de mon soin, mais ça continue par la suite. Et là, il m'a amené dans une image, OK? C'est comme mon cerveau. J'étais dans mon cerveau et là, je regardais autour de moi dans mon cerveau et c'est là où c'est inexplicable, OK? Il y avait des calculs partout, des tiroirs. C'était organisé, orchestré par lui, mais il y avait des gens dans mon cerveau, comme un espace qui s'occupait de l'organisation et des catégories, des sous-catégories du classement. Écoute, ça s'est avéré comme une job d'archive colossale. Là, moi, je regarde ça, puis je suis en face d'Albert Einstein, il y a en arrière d'un mur, écoute, c'est de toute beauté. Il y a tellement de codes, il y a tellement de formes, de géométrie. Moi, je suis impressionnée, puis j'ai aucune, puis je comprends pas. Ben, je l'ai accueilli. Je vais t'avouer, je comprenais pas, mais j'ai décidé de pas vouloir aller dans cette direction-là.
et de le remercier parce que c'est un privilège que là, il réorganise tout l'espace de mon cerveau avec des codes énergétiques et vibratoires. Fait qu'il va par compartiment. C'est ça, j'ai compris. Il a commencé une étape, là, après ça, il organise une autre affaire, puis je sais pas jusqu'où ça va mener. Mais en tout cas, ça a été pour moi un beau cadeau. Ça conduit aussi vers un autre espace avec Léonard de Vinci. Imaginez-vous donc que j'ai, lors du retour de l'émission de la semaine passée, finalement, j'avais retourné dans la maison de Léonard de Vinci, puis j'avais vu que ses archives physiques avaient été un petit peu organisées à cette époque-là. Mais aujourd'hui, c'est encore vivant, hein, je veux juste te le dire. Je ne sais pas où sont les archives de Léonard de Vinci. Et ça, je lance une colle à mon équipe là, de radio. Là, où est-ce que les données de Léonard de Vinci sont-elles rassemblées? Parce qu'elles existent encore. Et c'est caché, évidemment, c'est protégé, évidemment. Mais là, moi, je vais vous amener sur le point énergétique de la Terre et de Léonard de Vinci. Parce que bon, quand on est bien connecté avec Shambhala, pour ceux qui ne connaissent pas Shambhala, là, c'est une des cités intraterrestres à limite un peu en énergie, là, la plus haute. Tu sais, il y a Telos qui. Bon, Shambhala vibre dans la lumière des Blancs et appartient à la septième dimension. Et il y a beaucoup de choses qui, lorsqu'on est admis à Shambhala et qu'on a un laissez-passer pour pouvoir y arriver, on a accès à tellement de choses. Des grands sages, des grands maîtres, des vieillards de la terre extrêmement majestueux, blancs aussi. Et il y a une cité, donc il y a des âmes qui habitent là. Harmonieusement, en équilibre, avec beaucoup de bonté, de conscience, de sagesse. Écoute, c'est des êtres extraordinaires qu'on a la chance d'avoir sur Terre parce qu'ils équilibrent beaucoup le monde par leur présence, par leur conscience, par leur sagesse. Et ben moi, ça fait des années, évidemment, que j'ai accès à Shambhala et j'y vais souvent, en tout cas au besoin, pour, entre autres, aller libérer les hologrammes que chaque individu de la Terre, chaque âme a accès et c'est rentrer dans la bibliothèque, si on peut dire, akashique, qui est supervisée un peu par les êtres de Shambhala. Et Benoît, on fait des méditations de groupe depuis ben, chaque mois depuis des années. Et Shambhala, ben, tu as eu l'occasion d'aller faire une visite dans le cadre de de mes méditations guidées, peut-être ailleurs, à d'autres circonstances aussi. Mais quand on pense là, on se vide, on se décharge, ça libère beaucoup de karma. Il y a beaucoup de cristaux qui se dégagent de notre hologramme de vie, etc. Je fais juste une petite parenthèse. T'aimes-tu ça, le Shambhala? Oui, mais je pourrais pas le décrire spécifiquement juste comme ça, là. OK. Ah, bon, on y retournera dans celle du mois prochain. La- Bref, tout ça pour. Oui, vas-y. oui, j'étais pour dire, la plupart du temps dans les méditations, je suis assez euh, KO. J'ai pas T'en perds des nécessairement. bouts. Ouais, j'en perds des bouts, donc. Bon, tout ça pour dire qu'il y a une place bien précise dans Shambhala qui vibre bleuté et cobalt et c'est protégé par la terre. Ça, c'est clair. Et puis, tout, les traces de l'ingénierie, de ce que Léonard de Vinci a apporté à la Terre est répertorié dans cet espace particulier, Léonard de Vinci, mémoire protégée par la Terre. Alors, il y a des traces encore énergétiques. Puis là, ce que je me suis aperçue, parce que en étant chambalant, en voyant l'espace bleu qui a été consacré à l'énergie de toutes les patentes que Léonard de Vinci a fait. J'ai comme vu aussi qu'il continuait à alimenter sa bibliothèque et sa bibliothèque a une longueur d'avance de plusieurs centaines d'années sur l'évolution d'humain où on est rendu aujourd'hui.
technologiquement et en ingérer et tout ça. Donc, il continue, check bien ça, de récupérer des trucs un peu partout dans l'espace, améliorer sa compréhension, continuer à développer le concept de l'intelligence et de son savoir et du fonctionnement de tout. Hein. Tout ce qu'il vit, c'est toujours dans sa ligne de mire d'intérêt. Et il peaufine ça, il dépose cela. Il peaufine ça, il dépose cela. Alors, évidemment, avec mon sens de la curiosité, je me suis approchée. Je suis pas rentrée dedans. J'ai mis ma main sur le bleu et rose de cet espace-là. Et ce que j'ai cru comprendre, c'est que là où l'évolution est rendue, c'est que l'homme doit apprendre à pardonner. C'est vraiment ce qui va faire la différence au niveau de la balance d'équilibre de la Terre. Et malgré tout son savoir très avancé et très élaboré et qui touche beaucoup, 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 beaucoup de choses, là où ce que l'homme est rendu, puis je dis l'homme parce que c'est un problème. Si l'homme était capable de pardonner, ben il se dégagerait les difficultés qui empoisonnent nos sociétés, qui enferment beaucoup de femmes dans ces prisons toxiques-là, et etc. Donc, là où le balance se fait jouer dans la matérialité, c'est encore ce problème aussi simple que ça, l'homme et sa capacité de pardonner. Alors, tu vois, la grande science, les grands détours, les grandes explications de phénomènes, tout ce qui se construit, tout ce qui touche à l'évolution de l'humain, ben, ça ramène à ce point-là. Alors, même les grands savants qui savent tout, Astic, n'arrivent pas à dépenser ce qui bloque l'humanité dans son évolution, l'homme capable de pardonner. Alors, pour moi, ça a été une grande révolution. De comprendre que, humainement parlant, on est rendu là, puis même si on sait tout, le problème, c'est d'arriver à activer et enclencher collectivement ce phénomène-là pour révolutionner le monde, puis en même temps en mettre fin aux chicanes, aux querelles de famille, de nation, de tout ce que tu voudras, pour le ballon véritable de l'équilibre terrestre, incluant le climat climatique, là, le dérèglement climatique, les bêtes en extinction, les eaux polluées, les airs pollués, les bombes, les armes, etc. Regarde, on connaît le danger, c'est assez difficile. Mais malgré tout, on arrive à cette solution-là qui n'est pas trouvée encore. Comment que l'homme peut pardonner collectivement, ben, se pardonner, pardonner de ses erreurs, de ses choix, de ses destructions, etc. Benoît, que ça te dit? Ben, je suis d'accord parce que dans le fond, c'est sûr qu'on est tous différents, puis dans certains cas, les différences peuvent engendrer des querelles à certains endroits, à certains moments, mais la clé, évidemment, pour bien s'entendre, c'est de se pardonner, pardonner aux autres. Donc, je suis d'accord qu'on est rendu là. Ben, sérieusement, ce qui m'a paru très en évidence, là, il n'a pas dit les hommes et les femmes et leur capacité de pardonner. J'ai compris que le problème sur Terre en ce moment, c'est l'homme qui est pas capable. La femme, je pense qu'on a une longueur d'avance, on est capable d'être plus flexible, ça, OK, on passe à d'autres choses, là. Mais l'homme, je sais pas comment vous êtes patenté. Mais c'est un défi que les grands penseurs de ce monde n'ont pas trouvé. L'élément déclencheur ou la solution qui aurait un impact domino sont encore à essayer d'en rescaper un à la fois. Tu sais, c'est malheureux parce que l'autre côté, ça va à une vitesse de dégénérescence qui est rapide et voire à limite extrême. Toujours sa limite. Fait que, en tout cas, la seule chose que j'ai pu faire, c'est de me connecter à la lumière bleue et rose de cet espace-là. Un coup, tu as compris c'est quoi le problème, ben je l'ai renversé tout de suite avec une prière dans le rose, hein, beaucoup à partir de mon essence pour amener de l'amour sur cette incapacité-là à l'homme de pardonner. Pas tous les hommes, hein, on s'entend-tu? Il y en a quelques intelligents du cœur qui se sont mis en pratique et qui ont éveillé et qui activent la route pour tous ceux qui lambinent. Mais en tout cas, fait que je l'ai renversé de même, puis je vais t'avouer, j'ai demandé à Marie de l'Incarnation de venir m'aider dans ce type de prière-là.
puis Jésus a suivi tout de suite. Puis là, on s'est ramassé finalement à être plusieurs de centaines de milliers de d'âmes blanches à récupérer le sujet puis à l'avancer dans une conscience plus profonde. Alors, ça a été un élément déclencheur individuel qui a vite ramassé des alliés, qui ont vite rassemblé des gens, puis on était plusieurs. Et puis là, ben, si je regarde aujourd'hui l'effet que ça fait, ben, il y a plus de millions d'âmes qui se sont activées sur ce sujet. Puis j'ai comme l'impression que plus qu'on va y arriver par milliers et par amour, probablement que ça risque de déclocher le blocage de l'homme dans son incapacité à ouvrir son cœur puis à déployer de l'amour, à utiliser le réflexe de l'intelligence universelle plutôt que celle de l'ego. Et là, ça m'amène à mon dernier suivi. Voilà, parce que Marie de l'incarnation, j'en revenais pas, Benoît, j'ai été sidérée. Check bien ça, l'histoire. La semaine passée, je fais une consultation à une dame, et là, je vais la nommer anonymement, OK? Madame Estelle. Je donne un nom comme ça, OK? Et là, Madame Estelle, c'est la première fois qu'elle vient en consultation. Fait que parle un peu. Et est rendue à 45 minutes de sa consultation. À un moment donné, c'est là que ça s'est passé. Je suis devenue toute rouge de wow sans que ça paraisse dans mon expression, puis de changer le message parce que j'aurais pu m'émerveiller là-dessus, puis pommer là-dessus, puis de l'accueillir au bout. Mais là, j'étais en fonction de servir ma cliente. Fait que j'y ai dit, mais subtilement, fait qu'elle dit OK, oui, bon, d'accord, mais c'est dans l'émission que je vous partage le wow de ce qui s'est passé parce que cette dame, ce que j'ai vu, c'est qu'elle a déjà été ici en Nouvelle-France. Donc, c'est pas sa première incarnation au Québec, OK? Et là, j'explique ça que, bon, dans ce qu'elle vit aujourd'hui, le lien avec une incarnation où ce qu'elle a été une religieuse qui a déjà servi au Québec. Et puis, dans son incarnation de religion qu'elle a faite au Québec, elle est, elle était rose. Elle avait vraiment réussi à comprendre et accepter l'amour, la foi, la dévotion. Elle avait vraiment réussi à s'aimer et à aimer véritablement toutes les choses qu'elle avait entamées dans cette incarnation de bonne sœur, là. OK? Et puis là, plus que ça se précisait dans les détails, plus que là, j'ai comme pouf compris que cette dame-là, elle avait servi avec Marie de l'Incarnation. Et là, j'ai eu des Oh. frissons barre en barre. J'étais toute touchée, j'étais émue. C'est comme si Marie de l'Incarnation m'avait amené finalement, je l'ai pris de même, hein, tu sais, elle m'a amené une sœur avec qui elle travaillait pour qu'elle soit plus heureuse dans sa vie aujourd'hui, puis de se libérer de ses limites. Bon, en tout cas. Fait que j'ai trouvé ça vraiment spectaculaire que quelques semaines, peu de semaines, tu sais, ça s'est passé dans l'espace de 3 semaines, qu'on a fait l'émission de Marie de l'Incarnation, puis qu'elle m'envoie une de ses anciennes sœurs en consultation aujourd'hui pour qu'elle aille mieux. Alors, moi, essaie d'expliquer ça à quelqu'un qui a probablement pas écouté l'émission, puis que là, elle est là, c'est sa première expérience. Elle dit, oui, OK, bon, elle comprend pas tout, elle essaye de suivre. Tu sais, rappelle-toi de ta première fois, Benoît. Fait que, mais moi, en tout cas, de l'autre côté, j'ai fait wow. Fait que j'ai cheminé encore avec Marie de l'Incarnation après ma consultation avec la cliente. Puis j'ai trouvé ça très beau qu'elle me connecte des bouts d'histoire avec des hommes avec qui elle les a partagés, puis de voir l'impact, de voir l'évolution, etc. J'ai trouvé ça cute qu'elle m'envoie encore de ses amis pour les soutenir comme elle le faisait à cette époque-là. Fait que pour moi, ça a été un très beau cadeau, un éloge de compassion, puis j'ai été subjuguée, tu sais, tu vois. Fait qu'on fait Marie de l'Incarnation, elle m'envoie une de ses sœurs. Écoute, j'ai trouvé ça phénoménal. Fait que voilà mes retours de les émissions précédentes. Parfait, bien merci. En fait, tu mentionnais le besoin de pardonner, en particulier des hommes, mais j'étais curieux de savoir, donc, les hommes qui se réincarnent parfois en hommes, parfois en femmes, ont-ils toujours plus ce défi-là de pardonner en tant qu'homme? J'essaie de comprendre ta question.
C'est le choix véritable du sage qui est à honorer, OK? Parce que l'homme peut décider de rester inconscient et dans son ego. C'est juste ça. Puis il est plus capable, c'est plus facile pour lui de rester là que de faire le choix de descendre dans son cœur puis d'évoluer. C'est juste là que ça se joue. C'est ça qui se déclenche. Tu sais, nous, les femmes, on est plus sensibles. Fait que notre sensibilité nous ramène plus proche de notre cœur. Maintenant, en étant plus proche de notre cœur, ben, on est plus sujette à l'activer. Mais tu sais, je te donne un exemple. Une fille, une femme dont le cœur n'est pas activé, ben, elle peut arriver à certains désordres puis à faire du dommage. Tu sais, c'est pas. Mais il y en a beaucoup, 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 beaucoup moins. La majorité des femmes apportent une balance plus positive. Si tu prends la généralité, fait que oui, tu as des exceptions, comme tu as des exceptions de l'autre bord, pourquoi qu'il y a des hommes, comme exemple des grands bouddhistes ou des grands maîtres, ils ont été capables de le faire? Ben, c'est parce qu'ils se sont choisis, ils l'ont choisi dans cette voie-là. Malheureusement, l'approche de la compassion n'est pas vouée à réussir chez quelqu'un qui préfère rester dans l'échec et de continuer à désorganiser sa conscience, son être, son âme, son cœur, puis de se rajouter du karma, puis des lourdeurs, puis en tout cas, c'est pourquoi que l'homme est capable de faire le choix, mais ne le fait pas, plutôt que la femme qui est déjà dans ce choix-là peut débarquer, tu sais. OK, parfait. Merci. Moi, j'avais un retour à faire aussi. C'est aussi en lien avec Julie Andrews. Euh, ben moi, en fait, dès ma jeunesse, je l'aimais beaucoup, entre autres dans Mary Poppins, puis la Mélodie du bonheur. Puis, dans le film Mary Poppins, c'est le premier film dans lequel on jumelle des personnages animés et réels. C'était d'ailleurs l'œuvre de Walt Disney. Et c'est aussi le film, c'est le seul film de Walt Disney qui a été nommé comme meilleur film, puis ça lui a valu la reconnaissance de ses pairs. Donc, ma question, c'est comment est-ce que Julie Andrews percevait Walt Disney euh, comme, comme l'homme et aussi comment percevait-elle sa participation dans ses créations? Là, ça, c'est le genre qu'il faut que je rétablisse la connexion avec Julianne Rose. Mais avant, il faut pas que je perde l'information que j'ai vue. Tu fais bien de la remercier profondément, que tu aies la reconnaissance, parce que effectivement, cette dame-là a contribué à ce que ton enfant intérieur soit en joie. Et les deux films que tu l'as bien appréciés ont réellement eu une influence positive sur le garçon intérieur, le garçon que tu as été, qui a extériorisé plus de facilité, plus de joie. L'amour de Julia, elle a eu un impact important sur le Benoît que tu es. Ça l'a guéri des espaces. En tout cas, tu t'es permis d'être libre puis d'accueillir cette entre guillemets, magie-là dans ta vie où c'est de la joie. Puis non seulement ça, mais c'est de couleur rouge aussi. Alors, ça t'a apporté vraiment beaucoup d'amour. Elle t'a apporté beaucoup d'amour qui te permis de prendre ton espace, de grandir, de l'accueillir, puis d'être dans ton moment. Fait que déjà là, c'est très précieux. Bon, pour ta question, là, comme je te dis, il faut que je déconnecte ou ce que je t'ai connecté, puis je l'amène plus loin. Écoute, moi, ce que je vois, c'est qu'elle a toujours surveillé d'un œil ce qui se passait au niveau de Walt Disney, puis elle a été en attente. Donc, ça l'a apporté des choses. Elle a saisi sa chance. Elle a vraiment pas manqué aucune opportunité par rapport à ça, parce qu'elle savait que c'était grandiose et que ça allait la nourrir. Elle l'a fait pour aller chercher, tu sais, j'avais dit qu'il y avait beaucoup de blanc dans la fréquence de Julie Andrews, mais c'est cette énergie-là qui a commencé à prendre place dans son cœur à ce moment-là. Alors pour moi, c'est une connexion où elle dit que c'est bien fait. C'est ça qu'elle constate de toute l'aventure de la chaîne, de ce que ça l'a apporté, pas juste au niveau de sa prospérité, mais au niveau que ça l'a amené à briller dans ses réalisations.
Fait que pour elle, ça a été une chance, ça a été un tournant, puis elle était très en panique quand elle attendait la réponse à savoir si finalement c'est elle qui avait le rôle ou pas. Puis en même temps, elle voulait pas se disperser, puis en même temps, elle savait que c'était pas un 100% garanti que ça passerait par chez eux. Fait qu'il y avait quand même un pourcentage de chances qu'ils la mettent en attente et puis que tu sais, l'excitation de est-ce que ça va passer, est-ce que je l'ai, etc. Puis quand elle a eu la confirmation qu'elle avait, ben là, elle a vraiment eu la conscience qu'elle avait la chance de pouvoir transposer et transmettre à de nombreuses familles cette qualité-là, d'être féminine, d'être gentille, d'être à l'écoute. Tu sais, c'est comme des belles valeurs de compassion qui ont amené une nouvelle base dans le système d'éducation de la société. Alors, pour elle, c'est un miracle, puis elle bénit Dieu encore à tous les jours de cette opportunité-là d'avoir croisé le merveilleux de Disney. OK, parfait. Ben moi, en tout cas, j'ai toujours été impressionné par sa noblesse, sa dignité, sa bienveillance. Donc, je la remercie pour son bel héritage. Puis, la mélodie du bonheur, c'est un beau lien avec les invités d'aujourd'hui aussi, je trouve. Je vais juste faire une petite parenthèse sur Gandhi parce que là, j'ai des frissons barre en barre, puis il faut que je vous en parle. Je ne l'avais pas noté, mais moi, je te donne un exemple, OK? Tu sais, je sais plus si c'est toi, je m'excuse, mais je repars de là, que, bon, Gandhi, il t'arrivait avec un de tes problèmes, puis elle disait, OK, je vais m'en occuper, je vais le passer sur moi aussi. Ouais, je sais pas si ça ramène un peu à ce qu'on disait par rapport au fonctionnement de Gandhi d'évoluer au nom de tous. Puis là, moi, je dis, Gandhi, c'est parce qu'à un moment donné, elle regarde, ben, pousse ça à l'extrême, là. Plus de sucre, plus de farine, plus de gluten, plus de ci, plus de bi, plus de pi. Puis là, c'est quoi, ça? On se condamne à boire du jus d'oignon et de banane, là, tu sais, rendu là. Puis là, à force de faire toutes les thématiques, puis de travailler les dépendances, les ci, les substances, là. Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, à force de tout travailler pour tout le monde de même, tu sais, je dis, ben, moi, je vais y aller par thématique limitée. OK? Je dis, tu vas m'amener ce fruit de compassion-là, mais on va prendre un sujet à la fois. Et j'ai choisi l'homme, l'homme qui se ferme au lieu de s'ouvrir à sa communication. Je trouvais ça intéressant et stimulant parce que, bon, vous êtes attrayant, vous avez des belles énergies, mais vous avez tendance encore à vous recoquiller, puis à fermer la communication, puis à générer des affaires que vous n'êtes même pas conscient de ce que vous générez parce que, justement, c'est trop narcissique. Mais fait que là, je dis, ben, regarde, je dis, moi, j'ai comme un peu ce problème-là dans mon incarnation. Je veux le travailler. Fait que je dis, tiens, on va par empathie, je dis, aide-moi à faire tout ce détachement-là par le corps. Et ça a passé en 15 minutes avant de me coucher et de m'endormir, où là, j'envoyais de la compassion sur l'homme qui se ferme à cause de son fond narcissique qui manque d'empathie. Fait que je me suis endormie là-dessus, mais je voulais juste vous dire que ça bougeait dans la matière parce que ça a pris quelques jours après, mais j'ai eu des manifestations d'ouverture. Alors, je voulais juste vous dire que transcender avec Gandhi, le spécialiste de ça, j'ai trouvé ça très efficace. C'était ça que j'étais pas capable de lire sur ma note. Alors voilà, j'ai vraiment fait le tour de mes retours. Parfait, ben moi aussi. Donc, on pourra enchaîner avec les célébrités du jour. Ah, Benoît, c'est toi qui amènes toujours des propositions d'invités, un petit peu des vedettes ancestrales. Puis là, nos invités du jour, tu étais très heureux de pouvoir les enfiler à la suite d'Albert Einstein, de Léonard de Vinci, de Nostradamus et tout ça. Alors, Mozart, pour toi, c'est ton compositeur préféré ou pourquoi tu as une grande admiration pour lui? Ben, j'ai un grand-père qui était chef d'orchestre. Puis ma mère, quand j'étais jeune, elle écoutait couramment de la musique classique, donc j'ai beaucoup écouté ça. Puis euh, j'aime écouter de la musique point, mais la musique classique et du Mozart, ça vient me chercher, là. Donc, puis évidemment, c'était la dernière célébrité qui faisait partie de ton livre Guérir avec les stars qu'on n'avait pas vu encore. Puis j'avais fait des recherches à savoir euh, quel autre compositeur était digne de mention
Il y en avait d'autres de son époque, mais dans notre époque contemporaine, le seul qui me revenait régulièrement, c'était John Williams. Donc, c'est pour ça que j'ai suggéré de les jumeler. Ben là, il y a toute une anecdote particulière là-dessus. On va revenir un petit peu dans le courant de l'émission. Mais effectivement, on pourrait ouvrir une autre émission, exemple avec Beethoven, Chopin, Strauss. On pourra en faire d'autres, Wagner. Il y en a beaucoup de compositeurs. Puis John Williams, c'est le fun parce que ça, c'est particulier. Je ne connaissais pas son nom. Ni le nom qu'il a porté sur ses œuvres, mais toutes ses chansons, je disais, ah, je connais ça. Je savais pas c'était qui. Fait que je connaissais le produit, mais pas l'artiste. Alors, j'ai trouvé ça intéressant de connecter et de connecter à un autre niveau parce que, bon, si on prend ce que je parlais dans le livre, ça a été difficile un peu de communiquer avec Mozart parce que il s'est déjà réincarné et sa présence d'âme de cette époque-là d'incarnation de Mozart, c'était une énergie qui était assez floue, assez vieillotte, ou en tout cas, c'était de la vieille énergie, ça bougeait pas très, très vite. Fait que ça a été un défi amusant pour moi de pouvoir garder la connexion avec cette vieille énergie pour écrire le chapitre. Euh, Bon, fait que ça a été une difficulté que j'ai pas reconnue, exemple, sur toutes les vieilles personnalités qu'on a faites. Ça, c'est vraiment l'âme qui fait la différence. Une âme présente, ben, que ce soit en 508 après Jésus-Christ, ça peut être une image aussi claire. Mais dans le cas de Mozart, c'était une énergie qui était très évasée, très c'était pas plein de lumière, fait que c'était plutôt tamisé avec quelques traces. Fait que ça a été un défi. Ok, d'accord. Ben, moi, j'ai relu le chapitre en prévision de l'émission, puis une chose qui me frappait par rapport aux autres chapitres de ton livre, c'est que euh, l'invité en question arrive dans le chapitre à peu près à mi-chemin seulement, comparativement à plus tôt dans les chapitres pour d'autres célébrités. Donc, La difficulté de connexion à cause de cette trace plus faible-là a été ouais. plus difficile de connecter. Alors voilà, je te remercie parce que moi, j'y ai pas touché depuis le 2016. Je sais que tu es du genre à avoir des citations de ces messages qui nous laissent, fait qu'on pourrait peut-être commencer par ça si tu veux, mon ami. Absolument. Donc, évidemment, il y a plusieurs pages dans chaque chapitre, donc il y a plusieurs passages intéressants, mais j'en ai retenu trois. Donc, le premier, ça va comme ceci. Soyez maître et roi de votre règne. Soyez autosuffisant dans la compassion de réaliser vos rêves comme s'ils avaient déjà existé sur un plan où tout est possible lorsqu'on est béni des dieux, pardon. Créez les actions en ce sens pour que le cœur soit ancré dans vos projets. Acceptez de dévoiler ce bijou précieux qu'est le fil harmonique de votre détermination, votre soi sur terre et qui transcende les hauteurs par une qualité de lumière liquide qui éblouit tous les cœurs à votre portée. Oh, attends un peu, avant d'aller à l'autre. À un moment donné, tu as dit quelque chose, là, puis c'est là où j'ai compris comment il fonctionne. C'était à l'oreille gauche, c'était ouvert, et là, il attendait les notes, il attendait la musique. Fait que il a canalisé, ce que je comprends, il a canalisé la musique qu'il entendait dans sa claire audience, probablement dans les sphères angéliques. Fait que, il y avait vraiment de la claire audience et qui canalisait les notes, les instruments, et etc. pour arriver à le sortir. Puis c'est ça, quand tu es passionné, ben, puis tu t'investis dans ta passion, ben, c'est comme ça que tu arrives au grandiose, à faire des grandes choses. Puis dans ce que tu viens de me dire, il y a quand même une clé de notre histoire qu'on parlait en début de l'homme qui est pas capable de pardonner, là. C'est qui vient d'amener une réponse du comment ça se fait. Concentre-toi sur ce que t'aimes, accueille-le, descends-le, reçois-le, puis manifeste-le. Puis là, pendant que tu es occupé à faire ça, ben, tu fais pas chier d'autres mondes, puis tu t'occupes de tes propres affaires, puis ça avance, puis
évolue, puis ça crée justement des, 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 des connexions entre les humains. Quand tout le monde écoute ta musique, ben ça rassemble, puis ça relie les gens à justement ces fréquences-là qui ont été canalisées. En tout cas, fait que moi, j'ai vu le lien tout de suite. Très belle citation choisie. Merci beaucoup. OK, la Parfait. deuxième. Oui. Deuxième passage. Les temps sont sensibles à votre taux vibratoire. Organisez-vous pour orchestrer tous les instruments qui servent un but et l'unique traversera les époques comme une essence vibratoire sur la Terre qui décontamine constamment le stress fatidique dans votre vie. Ouais, comme si les gens sont éparpillés, tu vois, avec les responsabilités. Tu sais, tu mets le travail, les enfants, l'éducation, la gestion de tes finances, la gestion de ton temps, la gestion de tes... Tu sais, tout ça, là, à un moment donné, les gens, ils sont dépassés, éparpillés, puis ils ont de la misère à aligner. Lui, ce qu'il disait, c'est dans le fond, c'est prends tous les éléments qui composent ta vie, là, puis orchestre ça pour que ça soit vibratoire, pour que ça soit facile pour toi d'être heureux, puis que ça glisse, puis tu sais que dans le fond, tu puisses mener plusieurs de tes projets de front, mais en harmonie, sans imposer quoi que ce soit aux autres, ou tu sais que ce soit plus facile et agréable par rapport à soi-même. Fait que ça aussi, c'est une autre clé de sagesse, puis je le remets dans la balance de l'homme incapable de pardonner. Et c'est ça, à un moment donné, gère tes priorités, puis reviens sur le front même de ta propre essence. Puis là, à un moment donné, tu vas remboîter ton axe, puis tout va être facile à orchestrer harmonieusement. Si tu prends toutes tes responsabilités, puis tes harmonises toutes, ben ça va te faire une belle mélodie, ça va améliorer ton futur, ces semences vont être meilleures dans ton moment présent, puis tu vas te libérer davantage de tous les superflus, tu n'as pas besoin qu'ils te ralentissent ou qu'ils t'alourdissent. C'est comme ça de créer un monde meilleur, puis en prenant ce que tu aimes, ta passion, ce pourquoi tu es faite, pour, dans cette incarnation-ci, à livrer pour aider soi-même et l'humanité, ben c'est là-dessus que, en comprenant ton rêve, tu peux te compléter en le réalisant pleinement et toi, te développer aussi pleinement. Parfait. Puis, dernier passage, ça dit un peu la même chose. La paix dans le monde est une énergie qui unit, au-delà des valeurs et de la race. Un homme qui prend son temps, son âme et son cœur, et qui les consacre à la dévotion de ses talents artistiques de haut niveau, ne sera pas dans le calcul de son art. Il se produira pour la gloire d'exister, à travers sa passion qui l'unit au tout. C'est ça l'étincelle de son bonheur, activé au cœur de ses sens, l'être qui se réalise dans toute sa puissance. J'ai des frissons partout, Benoît. Je te remercie de me rappeler la sagesse de mon entrevue avec cet homme-là, parce que Colin, je trouve qu'il a compris bien des affaires. Il a compris bien des affaires, puis qui solutionnerait. C'est le genre de message qui pourrait être livré à chacun des individus masculins de la Terre, là. Puis encore là, si ton projet, c'est de détruire le monde, les gens, ils mettent la même passion sur l'autre côté, tu sais. Fait qu'on est capable de le faire. C'est le but concert qui fait la différence. Puis encore là, ça vient pas, ça vient du choix, tu sais. Mais quand il dit la fonction artistique de haut niveau, ben là, c'est de la pure création. Puis là, c'est par la lumière. Fait que c'est là-dessus qu'il concentre, dans le fond, ses forces. Mais tu vois que c'est un messager de la paix. Puis effectivement, son âme est jaune, mais c'est un jaune effacé, comme je disais tantôt. Fait que c'est simili blanc un peu, mais effacé. Puis, ce qu'il disait dans le livre aussi, c'est qu'il arrivait quelquefois, OK, à canaliser, à être canalisé, dis-je, par un chef d'orchestre qui était dans la région de la Californie. Mais moi, à cette époque-là, j'ai pas creusé à savoir c'est qui le chef d'orchestre qui canalise Mozart. Mais il y en a deux, trois sur Terre, mais il avait mis l'insistance sur celui au niveau de la Californie. Et quand est arrivé avec la proposition de John Williams, ben moi, je savais pas c'est qui John Williams. Fait que j'ai commencé tout de suite à sortir les trames sonores. Et là, j'ai vu la troisième trame sonore. Là, je prends de l'avance un peu. Et là,
j'ai popé. Tadam! J'ai compris que c'est John Williams qui canalisait Mozart. Et tu sais, là, au niveau des coïncidences incroyables, ça me sidérait. Puis je fais juste vous en parler, puis j'ai encore des frissons bord en bord. Fait que j'ai trouvé ça particulier que j'apprenne 9 ans plus tard que John Williams canalisait Mozart dans ses symphonies. Fait que bravo, bravo, bravo. Ça a été une grosse révélation. John Williams canalise Mozart quand il compose des symphonies pour son œuvre. Alors, tu sais, de haut niveau, j'ai compris un peu et je suis certaine que si j'avais l'occasion de parler à John Williams, j'aurais vraiment tout de suite commencé sur le lien avec Mozart et de voir comment l'influence de Mozart l'a transformé pour s'ouvrir dans son canal afin qu'il puisse travailler avec l'âme de Mozart. Alors, pour moi, ça a été la révélation de l'année. Bon, en tout cas, c'est très intéressant. Puis quand j'ai lu le chapitre, je me suis posé la même question si c'était la personne en question, justement, là. Donc, Ouais, ben parce que j'ai pas insisté quand j'ai eu mon entrevue avec, ça a été OK, bon, ben c'est ça. J'ai fait comme j'ai fait avec ma cliente de Marie de l'Incarnation. Bon, OK. Bon, il y a quelqu'un qui le canalise en Californie. Bon, merci de l'information, mais ça reste pas précis, tu sais. Ben là, c'est de voir que j'ai la réponse parce que je m'étais posé la question aussi, mais j'ai pas porté attention, je l'ai pas évolué. Je l'ai pas élaboré ou développé. Mais là, tu vois, ça s'est rendu tout seul, le chemin s'est fait tout seul, puis là, j'ai fait wow. Puis quand on regarde la fréquence de John Williams, là, il est dans le blanc puis il est dans le jaune. Fait que ça aussi, c'est particulier. Ça ressemble également, mais sa couleur est plus vive, elle est moins effacée que celle de v'là 300 ans que Mozart portait. Mais c'est facile pour eux deux parce qu'ils ont dans les mêmes teintes. Quoique John Williams, c'est plus clair, c'est plus présent. La lumière est plus concentrée. OK, parfait. Euh, donc, Mozart, comme première trame, tu as choisi la 25e symphonie. Puis, ben, j'imagine, souvent, tu mentionnais que les célébrités d'un temps plus reculé, c'était difficile d'avoir des trames, mais je pense pas que c'était un défi d'avoir les trames cette fois-ci, là. Non, parce que il y en a beaucoup qui ont repris cette œuvre, ces œuvres, puis qu'ils ont ramené. Mon défi, ça a été de choisir lesquelles. Tu sais, quand il y en a beaucoup, 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 et elles n'étaient pas toutes disponibles non plus sur YouTube. Tu sais, ça disait pas le premier, le deuxième, mais tu sais, j'ai pas eu l'ensemble d'eux. Fait que j'ai été obligée de faire mon choix sur je vais en prendre un qui inclut le plus d'instruments possible pour honorer le plus juste, dans le fond, sa symphonie complète. Mais j'ai failli au niveau de la deuxième trame sonore parce que là, j'ai mis que la version du piano parce que c'est son plus grand succès piano. Fait que là, j'ai dit, OK, un compromis, on va mettre la foule, ben, tu sais, l'orchestre au complet. Là, on va y aller avec son succès piano. Puis là, ben, tant qu'à y être, Benoît, je suis aussi bien de présenter le pourquoi j'ai choisi la troisième. La troisième, c'est le résultat à la plus haute expression du souhait réalisé par Mozart, c'est-à-dire d'avoir la chorale en plus. Fait qu'en tout cas, c'est un petit peu dans la logique que j'ai été chercher les trois trames sonores, mais ça a été très, très difficile parce qu'il y avait beaucoup de choix, mais c'était pas du choix bien organisé, cohérent, où tu pouvais facilement suivre le monde de Mozart à travers YouTube. Fait que ça a été des recherches ciblées qui ont, dans le fond, eu l'effet, surtout la troisième trame sonore, là, si tu aurais vu l'effet de Mozart par rapport à ça, j'ai été émue parce que je l'ai comme vu en même temps. C'est comme s'il n'y avait pas eu les moyens à cette époque-là d'y aller aussi fort, aussi grandiose. Fait que c'est comme le summum de la réalisation de Mozart qui a entrepris à travers la troisième trame sonore. Fait que je m'excuse d'avoir tout, entre guillemets, spoilé l'effet des trames sonores, Benoît, mais c'est parce que ça se tient, tu sais, il y a une logique, puis en tout cas, je te renvoie la balle. Parfait. Ben, c'est un compositeur autrichien, considéré comme un des plus talentueux et grands génies musicaux de l'histoire. Lui a vécu de 1756 à 1791, puis il était quand même assez petit à 5 pieds. Oui, oui, je suis d'accord avec toi.
Très petit. Il se mettait même des talonnettes. Je vois qu'il y avait des souliers à talons pour hommes. Ah Ouais. oui, ok. Ouais. Il y avait aussi des faux cheveux. Ouais, il se déguisait un peu. Oui, Oui, il se déguisait oui, un c'est ça. peu. Ben, j'ai lu que une des raisons pour laquelle il était petit, c'est que dès un jeune âge, il a démontré son talent, puis il faisait des tournées dès l'âge de 6 ans. Puis c'était des tournées assez exigeantes, puis il n'y avait pas beaucoup de temps de dormir, donc ça a probablement contribué au fait qu'il n'y a pas eu de croissance comme il aurait pu avoir. Belle théorie, mais j'en ajoute une autre couche parce que ce qui me montrait pendant que tu parlais, c'est que c'était avant la naissance. C'est un choc que sa mère elle a eu pendant qu'elle était dans son ventre. Un choc, mais peut-être aussi une carence, un malnutrition. Fait que même dans le ventre de sa mère, il était beaucoup plus petit. Puis il a été sauvé par une lumière parce que ça, c'est vraiment particulier chez les bébés plus faibles. Lui, on voit qu'il y a du blanc tout autour de lui pendant qu'il est dans le ventre de sa mère. Fait qu'il y a eu un effet protégé par la lumière pour être sûr qu'il se rende jusqu'au bout, qui se rendent un petit peu plus loin même parce que ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait des craintes aussi par rapport à des maladies ou des virus qui auraient pu pogner très jeune. Fait qu'il y a quand même eu une santé précaire à un certain niveau. Puis tu vois, ça a été même mal géré à un certain point parce que on le voit un petit peu plus tard, parce qu'il y a toujours cette lumière blanche qui la poursuit. Fait qu'il y a vraiment eu une guidance particulière parce que son organisme était plus faible, puis il aurait pu partir à maintes reprises. C'est pas juste la petiture qui était dans ses difficultés. Très sensible, ce que je vois au niveau respiratoire, fait que c'était de l'air frais, mais pas trop. De la lumière, mais pas trop. Fait que c'était très difficile d'arriver à créer un équilibre, puis en même temps à préserver son système immunitaire. Fait que ça a été délicat, mais c'était tellement grandiose quand il se produisait. Premièrement, il n'a jamais fermé son don de la musique. OK? Puis je l'explique, je le prends souvent en référence quand je parle à des gens. Tu sais, c'est mon cas aussi. Moi, à l'âge de 3 ans, je montais en haut, j'allais voir des aides de lumière, je prenais la lumière, je la descendais, je soignais les migraines de ma mère. Il y a des dons qui ne se ferment pas. Ben, tu peux décider toujours de le fermer, mais tu peux toujours le réouvrir. Puis dans le cas de Mozart, lui, il s'est assuré de rester bien connecté avec son âme, son aide, sa connaissance, son don. Il l'a ramené parce qu'il l'a développé. Et puis là, on pourrait faire des recherches à savoir, ben, pour arriver à 6 ans ouvert de même, qui il a été dans une autre incarnation pour continuer le don qu'il avait. Ça, je sais pas. Je n'ai pas ouvert ces genres de portes que je prends pas tout le temps, mais en tout cas, on pourrait se questionner puis prolonger et avoir du temps à perdre. Mais d'un autre côté, lui, il l'a jamais fermé. Il a toujours été protégé par le blanc qui l'entoure. Alors ça, en faisant ça, il a pu s'exercer et le raffiner et le pratiquer, le développer jusqu'à sa plus haute expression parce que c'était un artiste de talent, puis c'est ça qu'il valorisait dans la vie. D'où pourquoi qu'en mettant ça d'emblée, ben, il l'a assumé pleinement, puis il a pu le pousser au bout de ses rêves, puis il a évité les distractions. Hein. C'est une personne pas mal solitaire, puis les gens proches de son cercle de confiance rapprochée, il y en avait pas tant. Il y avait une femme qui s'occupait un peu du ménage, qui était capable d'y parler un peu, mais c'est un solitaire dans sa bulle, là, faut pas se tromper. Et puis à Donc, partir de ce moment-là, ben, il a pu réussir à trouver un axe, mais ce que je vois, c'est qu'il y avait un problème cardiaque et c'est ça qui l'a fait partir de son incarnation. Il n'a pas été capable de préserver de ça. Qu'est-ce que tu as, toi, sur son départ? C'est-tu cardiaque? Parce que moi, j'ai vu son cœur être la porte de sortie finale, mais vos recherches donnent quoi? c'était Ben, en fait, j'avais tout un paragraphe de plusieurs hypothèses. Il n'y avait pas nécessairement une qui était plus arrêtée que l'autre, mais de façon générale, il a souvent été malade, il était surtaxé par le travail, il était constamment en difficulté financière. Donc, tout ça, j'imagine, ça a contribué aussi. Bah, cette difficulté financière, je parlais un petit peu d'alcoolisme là, tantôt. Là. Il est tombé là-dedans pour s'aider. Ben, c'est pas un alcooliste bizarre, mais c'est un alcooliste qui a pris pour se soigner. Je peux le décrire comme ça. Mais je confirme, il est mort d'une crise cardiaque. OK, Il y d'accord. avait quel âge? T'as pas dit l'âge, je m'excuse.
35. Ah, tu vois, il y avait une autre porte à 43 puis une autre à 45. Fait que c'était pas destiné pour les vieux. Puis oui, workaholic de son talent, il faisait quasiment juste ça. Comme je te dis, une chance qu'il y avait un petit peu de personnel pour l'aider, parce que c'est ça, à un moment donné, à force d'être dans ton monde, dans ta composition, là, tu arrives dans la matière, puis ça marche pas. Il y avait vraiment un gros clash. Il était mieux de l'autre bord. Puis ça, je peux le comprendre, là. Moi aussi, j'ai plus de facilité avec les armes et les guides de l'autre côté, tu sais. Fait que j'ai beaucoup de compassion là-dessus, mais il n'avait pas la conscience comme telle. Il canalisait par sa clairaudience la musique, mais pas suffisamment pour exemple, avoir une conversation avec un âme comme moi je peux avoir. Là. Tu sais, c'est différent comme canalisation, puis c'est différent comme résultat. Puis il a vraiment donné le max par rapport à son travail parce que ce qu'on voit au niveau de son rein gauche, il est atrophié. Fait que oui, quelqu'un qui bascule là-dedans, ben n'équilibre pas ses autres sphères, dont entre autres l'alimentation, dont entre autres de dormir dans des heures régulières. Fait que tu sais, à un moment donné, il se mettait beaucoup de stress, mais c'était son pouvoir créateur qui voulait défoncer puis ramener le plus possible de connaissances parce qu'il savait que c'était chancelant, là, tout ton autre côté de la réalité matière. D'accord. Mais il était quand même bien entouré à son enfance pour faciliter le développement de ses dons. Dans un premier temps, son père, il était compositeur et pédagogue. Puis, on lui a fourni les outils, il a appris les instruments très jeune. Il savait lire et jouer de la musique avant de lire ou écrire ou compter. Donc, il y avait une facilité. Puis, comme je mentionnais, dès 6 ans, il composait ses premières œuvres. Puis là, il se produisait à travers l'Europe. Bon, quand tu disais qu'il a appris la musique avant de lire, je m'en allais le dire. C'est exactement ça. Fait que tant mieux que l'information est véritable. Et puis, non seulement ça, mais ce que j'ai vu, c'est que son père, dans cette vie-ci, était son oncle dans la dernière incarnation où il a été un bon compositeur et l'oncle avait aidé le tout petit à faire un relais au niveau de la musique. Fait que il y a vraiment une relation d'entraide avec son père qui est au niveau de la filiale famille parce que il a déjà été l'oncle qui a ouvert la porte au père pour justement se cultiver au niveau de la musique. Mais ça a été un petit peu plus rigide. L'oncle avait des méthodes un peu de torture pour que l'éducation ou la musique rentre. Fait qu'il y avait quelque chose de chancelant là-dessus qui a peut-être même, je le vois là, créé les difficultés physiques ou de santé précaire à Mozart. Il l'a moins eu dans la torture qu'il l'a enseigné, mais il y a eu le contrebalan d'être obligé de s'occuper de sa santé. Puis c'est le même ouvrage, mais sur une autre base d'histoire. Fait que, en tout cas, il y a un beau cercle ici là, qui est en train de se guérir. C'est de l'énergie, évidemment, du rayon blanc qui vient aider à récupérer ça. Et non seulement ça, mais ce que je vois, c'est que même dans l'incarnation qui a suivi après Mozart, son père de cette incarnation-là était encore dans l'équation familiale et dans l'incarnation qui ont suivi, ils ont réussi à se pardonner. Fait que c'est vraiment quelque chose qui a transcendé positivement à l'avantage des deux âmes. Puis, tu vois, ça a créé l'effet distancé. Mozart était comme plus dans sa bulle, mais il a réussi dans l'incarnation après de pouvoir s'ouvrir davantage à cause de la meilleure relation qu'il avait avec son père dans l'incarnation qui a suivi. Fait que il y a un beau cheminement là pour l'époque là quand même. Je trouve que c'est bien orchestré. D'accord. Côté santé, j'avais une couple d'autres détails. J'avais qui était myope. Il y avait une malformation à une oreille, puis il avait souffert de la petite vérole aussi. Bon, sa vision, oui, effectivement, avec le temps, ça s'est désagrégé, puis il n'y avait pas de bonne lentille. Fait que c'est vraiment un processus, entre guillemets, d'évolution sur la thématique de la dégénérescence de la vision.
mais il n'y en avait pas besoin. Puis je vais te dire, l'alcool qu'il prenait l'aidait aussi à la dystrophie de ses yeux. Le problème à son oreille, moi ce que j'ai vu, c'est qu'il était sourd. Mais il était sourd d'oreille, d'une oreille, mais il y avait la claire audience pour entendre les notes qu'il pognait dans les hautes sphères énergétiques. Fait que, il y a eu un dédoublement, c'est ça qui est arrivé, à force de moins s'habiter pleinement, ou juste, en tout cas, c'est un milieu d'osmose avec lui-même qui a apporté des déséquilibres, une détériorisation, puis il l'a eu, ça a créé des manques plus tard. Fait qu'il y a une sagesse aussi de prendre soin de soi, puis d'équilibrer le plus possible au fur et à mesure, même si tu as le goût de mettre plus ton temps sur une affaire qu'une autre, tu sais. OK, parfait. À l'époque, les naissances puis les enfants, c'était pas toujours évident. Lui était le plus jeune de 7 frères et sœurs, mais il y a juste une autre sœur qui a survécu à l'enfance. Ouais, c'est ça, j'expliquais tantôt, là, la maladie infantile, là, ça a été préoccupant, puis sa mère s'est beaucoup inquiétée pour lui. Mais comme je te dis, il a réussi à percer à cause de la bulle blanche qui l'a accompagné depuis le début. C'est vraiment son secret. Il y a eu vraiment un apport de protection supplémentaire de la divinité pour qu'il puisse arriver à prospérer puis à créer tout ce qu'il avait à amener. Ouais, Il y a c'est eu, particulier, tu sais, c'est pas juste une âme, tu comprends-tu? Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de concessions, beaucoup de sacrifices. Mais tu sais, pour te protéger un arbre de même, là, le plus possible, écoute, c'est de la grosse mission, là. il y avait eu une conjointe avec qui il y a eu 6 enfants, mais là encore, il y en a seulement 2 qui ont survécu au-delà de la petite enfance. C'était pas un bon père, puis c'était pas un bon mari. Je te dis tout de suite, il était pas là. Il est là, mais pas là. Tu sais, être présent, mais pas là. C'était vraiment trop dans sa bulle. Fait que même au niveau familial, tu dis, bah, il a perdu des enfants, mais comme je te dis, il était dans sa bulle. Fait que ça l'a pas trop préoccupé comme tel. Puis il s'est marié parce que c'était mal vu d'être un homme seul. Puis, tu sais, c'est pas de l'amour, je te dirais, c'est pas de l'amour, mais cette femme-là, au début, était considérée comme une muse parce qu'elle arrivait à apporter certaines amours qui lui ouvraient d'autres canaux de musique angélique dans ses sphères angéliques. Fait qu'elle était capable d'aller chercher d'autres mouvements vibratoires. Fait qu'elle a servi de muse, mais ça a été mal géré parce que lui, il est resté dans sa tour. Mais elle a eu un impact d'évolution sur son œuvre grâce à, il s'est permis de pouvoir y aller. Mais si on le met dans un contexte aujourd'hui, ça aurait été une fuck friend, une muse, où il en aurait pris, mais il ne se serait pas engagé, il n'aurait pas fait d'enfant. Son monde ne tournait pas autour de ça. C'était vraiment son œuvre, pas plus compliqué. OK. Je vais présenter la deuxième trame. Tu les as mentionné un petit peu plus tôt, mais la deuxième trame, tu avais choisi Rondo à la Jurka, qui est effectivement au piano, là. Ouais, ben vous allez l'écouter, vous allez dire, ah oui, je connais ça, j'ai déjà entendu ça. Même les Baby Einstein ils utilisent du Mozart, ça ressemble un peu à ça. Orgueil et préjugés de Jane Austen de BBC avec Colin Firth, puis Jennifer Hill, ça joue aussi là-dedans. Fait que c'est vraiment la pièce piano qui est rentrée dans les hautes sphères de la bourgeoisie de ce monde. Alors, c'est clair, vous l'avez déjà entendu parce que c'est un morceau qui est très populaire. On mentionnait un petit peu la relation qu'il y a eu avec son père. Ben, d'une part, son père lui avait enseigné la musique, notamment. Il avait sacrifié sa carrière pour pouvoir suivre et soutenir Mozart au courant de sa carrière à lui. Puis quand il est décédé, ça a vraiment troublé Mozart, là. Ouais, ouais, parce que c'est ça, je te dis, il y avait une force de relation entre eux deux, OK? Puis c'était plus fort que ce qu'il y avait avec sa mère. Sa mère, elle, c'est vraiment juste la porteuse, la boule blanche qui le protège. C'est spécial, c'est particulier, je sais. Puis son père, ça a été difficile parce qu'en renonçant un peu à son don de la musique, il a travaillé un peu le bois. C'est ça que j'ai vu. Il essayait de se gagner un peu d'argent, mais justement, il était en tournée. Il essayait de s'occuper un peu de la gestion comme du gérant, mais en essayant de gagner sa vie. Fait qu'il était préoccupé par rapport aux finances. Puis encore là, c'est un individu qui voulait pas trop mettre la famille au courant de ses difficultés, etc. Mais l'intention de pousser pour que ça puisse lever,
En passant, ce que je viens de voir, son père a composé une magnifique valse qui a été très connue aussi, qui s'est bien dansée chez les bourgeois de ce monde. J'ai pas le titre, je l'ai entendu, malheureusement, j'ai pas la connaissance pour faire le lien. Mais son père aussi avait quand même beaucoup de talent, mais il n'y avait pas la lumière qui protégeait le fils. Tu vois, le fils a une connotation d'élu plus élevée à cause de l'accompagnement divin qui l'a protégé. Son père, il a essayé, mais il y avait dans ses codages plus de l'abandon comme blessure, puis il a tombé plus dans la résignation, même s'il a tout essayé dans son cheminement pour s'en sortir. Puis son père aussi a eu le cœur était en difficulté, mais c'est pas une crise cardiaque aussi évidente que son fils a eu. Mais tu vois que le problème aussi de l'alcool avait été un petit peu touché ou avancé par le père. Fait que c'est peut-être pour ça que le fils a dit, ben, si ça marche pour le père, ça doit marcher pour moi aussi, je sais pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a voulu, mais qui a manqué, si on peut dire, de porter plus de lumière. Fait qu'il a peut-être voulu, mais il savait, moi, ce qu'il vient de me dire, là, c'est qu'il savait dès son très jeune âge que le petit gars était très intelligent puis qu'il chopait tout. Il montrait une chose puis c'était déjà absorbé. Donc, un génie qui absorbe, qui absorbe, qui absorbe, c'est pas compliqué pour lui de comprendre c'est quoi qu'il allait. Puis même la première fois, il y a une petite boule de type maracas un peu quand il était bébé, il était en train de commencer à s'asseoir puis il y avait déjà du rythme dans la manière qu'il bougeait la petite boule à bruit. Fait que quand tu remarques que c'est là, ben c'est ça, tu mets tous tes paniers, tu mets tous tes fruits dans le même panier pour avancer à ce que ça donne un résultat, parce que déjà, il savait que c'était époustouflant dans ses tout jeunes âge. Mais il y avait quel âge, Mozart, quand son père est décédé? Parce que moi, je vois qu'il était un jeune adolescent, il était pas plus vieux que ça. Euh, ben, il est quand même. Ben, moi, ici, j'ai qui est décédé seulement 4 ans avant lui. OK. Peut-être c'est erroné, mais je sais que sa Ben mère est non, décédée plus tôt, mais OK. Ben, regarde, moi, ce que je vois, là, c'est avant 12 ans, après 10 ans, là, il y a un gros deuil qui est là. Fait que je pensais que c'était son père, mais ça peut être n'importe qui, finalement. C'est pas grave. C'est pas important. j'ai trouvé une anecdote intéressante avec Marie-Antoinette. Ah, c'est Les, vrai. les deux habitaient à la même époque à Vienne, puis lors de ses premières tournées de prestations, ils se sont rencontrés. Il y aurait à un moment donné, puis les deux avaient 6 ans à l'époque, ou environ. À un certain moment donné, il aurait trébuché, puis elle l'aurait attrapé, soutenu pour pas qu'il tombe à terre. Puis par la suite, tout de suite après ça, il a dit j'aimerais ça qu'on se marie, mais finalement, ils ont été chacun de leur côté. Je pense qu'ils ont quand même développé une certaine amitié. Puis il y aurait même apparemment dédié la trame, le mariage de Figaro à Marie-Antoinette. Je te remercie de l'information que tu viens de m'apporter, Benoît, parce que je vais creuser là-dessus. C'est parce que regarde bien le lien. Moi, étant la cousine de Marie-Antoinette, si Marie-Antoinette l'a aimé, l'a rencontré, etc., ça veut dire que techniquement, si je l'ai rencontré. Bon Fait que là, point. j'ai très chaud, OK? Fait que c'est pour ça que je te dis, on continue. Mais je veux revenir là-dessus parce que là, ce serait un autre cadeau que j'aurais au niveau de l'information qui rentre par rapport à mon passé puis à mes relations d'âme. Fait que je te remercie de la piste. Je vais l'exploiter, je vous jure. Parfait. Dans, Comme je mentionnais, il est mort à 35 ans, pardon, puis tout au long de sa vie, il n'a pas vraiment été reconnu autant que depuis, en termes de ses talents et tout ça. Puis il y avait beaucoup de difficultés à se dénicher du travail. Il était notamment, il y avait des difficultés à accepter l'autorité plutôt contraignante. En tout cas, je pense qu'il y a de la misère à
à pas avoir sa propre liberté, puis il trouvait ça difficile d'être au service de quelqu'un, puis dans plusieurs cas, on l'a mis à la porte, puis en tout cas, il était pas ben content de tout ça. Ben, je le comprends parce que c'est le talent pur. Tu comprends-tu? Fait que j'ai le même problème, dans le sens que j'aime pas me vendre. Tu sais? Fait que Mhm. là, moi, de faire des publicités, puis venir voir la média multidisciplinaire et tout ça, moi, je suis concentrée dans mon œuvre comme lui. Tu comprends? Fait que là, ça y aurait pris un gérant, mais un gérant empathique qui respecte son artiste. Puis, tu sais, même s'il aurait mis des représentations, si lui, il filait pas, puis ça il tentait pas, il était pas capable de vouloir honorer non plus. Puis, fait qu'il était tiraillé tout le temps avec l'incapacité de se vendre, puis de prendre des engagements, puis en même temps de livrer. Fait que ça, il aurait vraiment fallu un ou une gérante qui respecte l'artiste, puis qui deal les contrats ou les opportunités avec la flexibilité respectant l'artiste. C'est-à-dire, regarde, on va le faire vendredi, mais s'il fait le pas, on va le refaire le lundi. Tu sais, il aurait pu arriver à trouver quelque chose qui respecte, dans le fond, le bon vouloir de l'artiste, même si ça amène des partenariats d'affaires un petit peu plus difficiles à. Puis, il était très susceptible, hein, moindrement qu'il était face à une personne orgueilleuse, lui, il coupait, il perdait pas son temps avec les gens qui voulaient exploiter ou les gens, il voyait vraiment une bonne partie des gens comme pas profiter de lui, mais qui ne comprenaient pas. Fait qu'en se sentant incompris, ça a comme accentué une espèce de fossé dans ses relations humaines où il y a des gens qui essayaient de l'aider, mais ils respectaient pas ses engagements de l'autre côté parce qu'ils filaient pas. Fait que là, les gens, ils étaient frustrés, ils disaient, ben, je veux bien t'aider, mais là, tu t'aides pas. Fait que ça a créé comme un gros défi. Puis, ben, dans cette optique-là, ça lui a nuit, mais tu sais, il savait pas à ce point-là, dans ce temps-là, que son œuvre aurait survécu les nombreuses générations qui ont suivi et que 300 ans plus tard, on en parle encore de Mozart. Fait que même s'il se doutait un peu que ça aurait pu aller là, lui, dans son moment présent, ça change rien. Il était en sacrifice, il était en douleur, il se sentait pas bien. Puis c'est toutes des raisons pour lesquelles sa vibration est pas là un peu, tu comprends? Ok, d'accord. Comme, euh, comme reconnaissance, j'ai trouvé ça intéressant. Le pape de l'époque le nommé chevalier dans l'ordre de l'Éperon d'or. Il était aussi intéressé avec la franc-maçonnerie, puis il a atteint le niveau de maître. Donc, je trouvais ça intéressant. Oui, très intéressant parce qu'il a compris des grands. Ben, tu sais, tu le vois juste avec les extraits que tu as trouvés. Tu vois que il y a un niveau de pensée qui est à la haute, là. C'est pas accessible au monde paysan, d'arriver avec des concepts comme ça de compréhension de l'humanité en général. Fait que tu vois qu'il y avait un haut savoir, puis tu dis, bon, il l'a pris où, ce haut savoir-là, là, tu sais? Là, tu dis, regarde, il est affilié, il y a ci, il y a ça, il a participé. Puis, je le confirme, au niveau des frères maçons, il a porté un uniforme, puis il était là-dedans. Je le savais pas quand je l'ai interviewé, je le savais pas jusqu'avant qu'il me le montre. Fait que oui, il a participé à l'héritage un petit peu, pas de la conscience collective, mais d'une forme de reconnaissance de l'humain à des hautes sphères, si je peux me permettre de le dire ainsi. OK, parfait, très intéressant. Comme troisième trame, tu l'as mentionné plus tôt, c'est un orchestre et chœur de chant. Puis d'ailleurs, je pense que c'est peut-être le plus long extrait on a vu dans tes Oui, suggestions. c'est vrai. C'est vrai, mais là, tu fais quoi avec un chef-d'œuvre de même? Tu le coupes à moitié. Tu sais, la toune, elle dure 10 minutes. Tu l'écoutes 10 minutes, ça sort. C'est Mozart. Sinon, ben, en fait, j'étais curieux de savoir qu'est-ce qu'ils pensent de la musique d'aujourd'hui. Il y a, c'est une distorsion à mon oreille gauche. Puis j'ai vu qu'il y a une aversion pour la musique électronique. Pas d'utiliser des synthétiseurs puis des instruments de musique, non. Ce qui m'a montré, c'est qu'au niveau du canal, au niveau de la musique,
électronique, il y a plusieurs fréquences qui sont en discordance et qui proviennent de d'autres univers ou de d'autres entités qui profitent un petit peu de nous recoder différemment. Ils trouvent ça abominable. Puis ils nous amènent à faire attention à la musique qu'on écoute parce que ça stimule des sphères de conscience, ça stimule nos énergies. Et de rester dans des choix de musique droite, c'est-à-dire quelque chose qui va être bien pour le cœur, qui va être bien pour la conscience, qui va élever nos énergies. Ils trouvent que dans la musique électronique, il y a trop de fréquences qui nous abaissent, qui nous détruisent. Ah, j'ai chaud, je suis obligée de mettre de la compassion là-dessus. Et puis qui nous dénaturent. Alors, c'est en faisant ça, ça dénature pas juste l'humain, mais ça laisse aux autres races extraterrestres, si on peut dire, de prendre le dessus de l'humain et de prendre aussi de la place dans la part de ces énergies. Fait qu'il adore, tu sais, je dis pas qu'il aime pas la guitare électrique, il en mettrait dans ses symphonies aujourd'hui de la musique électrique, mais c'est la manière qu'on l'utilise à notre détriment puis qu'on ne le sache pas. Et là, ben, ça écrit, c'est comme la musique de ghetto, il trouve qu'il n'y a pas grand-chose de lumineux là-dedans et que ça amène l'humain à rester dans des vibrations très pauvres et très basses, lourdes et noires. Et de se détruire justement avec ce courant musical-là de faible fréquence. Fait que lui, il ferait un shutdown, il se permettrait là pour réamener l'aventure, peut-être de la musique électronique, mais à des plus hautes sphères de conscience, à des plus belles, à de la musique, parce qu'il trouve que c'est pas juste de la musique, il y a pas mal de beats dérisoires aussi là-dedans qui appauvrissent l'humain. Fait que c'est là-dessus que sa réponse va, mon cher ami. OK, parfait. Ben, merci. Moi, je vais conclure sur quelques petits éléments. Dans le fond, il était très cultivé, curieux, puis s'est inspiré de ses contemporains sans jamais suivre d'autres modèles que le sien. Puis c'est la force et la grâce, la puissance et l'émotion, l'humour et l'élégance qui sont réunis dans ses œuvres, qui font de lui le compositeur le plus accompli de sa génération. C'est vrai. Il doit être content qu'après lui, la relève de l'Autrichien qui a été connu, ça a été Schwarzenegger. Il y a un gros trou entre Mozart et Schwarzenegger. Ah, ah non, ben, il faudrait se rapprocher un petit peu de l'histoire des Autrichiens. Il y en a d'autres vedettes, là. Ce n'est pas que les deux seuls. Ben, vite de même, oui, mais en tout cas, moi, je le remercie parce que je vais t'avouer qu'à son contact, j'ai réussi à développer ma clairaudience de l'oreille gauche. Je sais pas pourquoi elle est plus facile de l'oreille gauche. Puis j'ai mieux, depuis notre contact en 2016, là, j'ai mieux écouté les sphères, justement, angéliques, mais je n'y vais pas avec des pianos puis des instruments de musique. Je vais plus avec des sons, avec ce que j'ai, là, mes cloches de cristal, mes tambours et des choses comme ça. Fait que il fait du bien dans la clairaudience. Fait que vous pouvez le contacter et lui demander justement de vous aider à percevoir les rythmes du moment. Puis moi, en tout cas, de la manière que développer ma clairaudience à ce niveau-là, ça fait en sorte que dans ma journée, ben, je suis en paix, je suis neutre, je fais mes affaires, mais whoop, j'entends une chanson de mon temps, tu sais, d'aujourd'hui, et je trouve tout le temps que j'ai la facilité d'aller chercher la toune du moment qui amène bien l'expression et l'énergie musicale du moment. Fait que moi, en tout cas, ça m'a aidé à développer mon don du DJ que j'ai pas vraiment développé, mais que j'utilise pour moi-même et pour vos trames sonores, mes amis. Mais tout ça pour dire que ça m'a raffiné et puis ça m'a donné aussi beaucoup d'espoir d'être à Dieu, de pouvoir comme honorer ce à quoi on est ici. Puis je me suis reconnue aussi, moi aussi j'ai tendance à m'investir beaucoup dans ce que j'ai envie de créer, mais d'un autre côté, il y a les responsabilités de l'autre côté. Alors, en tout cas, il a été une figure paternelle pour moi, puis il m'a montré à ouvrir davantage mes sphères musicales énergétiques que j'ai plus de facilité à amener dans la matière grâce à son concours et sa participation.
Alors, il a contribué à développer mon don du bonheur et ben, sa musique est fantastique. Voilà, sois béni, en paix. Puis je lui souhaite sincèrement d'être plus heureux, d'être plus autonome. En ce moment, en 2016, il n'était pas réincarné. En ce moment, il l'est pas encore. Fait qu'il y a eu d'autres incarnations après Mozart, mais en ce moment, il est encore disponible. Fait que je OK. lui souhaite de continuer à trouver son chemin, mais tu vois, il continue quand même à œuvrer. Là, on y va avec John Williams parce qu'on a découvert que c'était John Williams qui canalisait Mozart dans la construction et la réalisation de ses œuvres. Parfait. Ben moi, je voulais juste prendre le temps de le remercier pour l'influence positive sur les générations qui ont suivi, puis notamment au niveau de ma famille. Oui, parce qu'il a ramené l'équilibre et l'harmonie dans la famille avec ben, ces symphonies parfaites, là, en tout cas, pour ceux qui ont consommé de la musique classique, on voit, même chez les animaux, les bienfaits que ces ondes-là, très hautes, canalisées, ont sur le bien-être et l'ouverture des gens. C'est capital. Donc, comme deuxième célébrité, on a choisi John Williams et la première trame que tu as choisie, c'est tirée de Star Wars, la Marche impériale. Ouais, ben là, hein, faut quand même honorer le compositeur d'une armée de geeks. Je dis pas que c'est tous des geeks qui trippent sur Star Wars, là, mais en tout cas, c'est pour les fans, écoute, c'est une chanson culte. Je pouvais pas passer à côté d'un gros morceau de rassemblement de personnes qui se sont ouverts à une culture cosmique. Alors, je trouvais que je pouvais pas passer à côté. Tu sais, le classique, ben, je crois que c'est dans ces grandes œuvres. Mais toi qui as en plus écouté ça que moi, parce que moi, j'ai réussi à l'éviter toute ma vie, là. J'ai jamais écouté rien de ça. Mais toi, qui a bien aimé, qu'est-ce que t'en dis? Ben, je dois dire, moi, je suis de la génération qui a grandi avec les différents films de Star Wars. Puis, j'avoue que j'ai plusieurs amis de la même génération que moi. Puis, je dirais que c'est probablement la trame qu'ils préfèrent de Mais Star Wars. ça a généré des fans, là, des grands fans, là, tu sais, c'est incroyable parce que, comme vous autres, vous avez commencé ça étant jeune, mais quand il en sort un, vous êtes tous là, là, fait qu'il a réussi à passer sa musique à travers de nombreuses générations, tu sais, c'est comme un Mozart. Ouais. Puis, d'ailleurs, avant Noël, il repassait tous les films de Star Wars. Puis, j'ai tout réécouté. Ah! Ouais, ouais, c'est ça, t'aimes, hein? C'est la vertu et la beauté de la chose. Mais au niveau de la musique, par contre, tu sais, c'est le fun quand tu écoutes le film, mais il faut vraiment que tu sois un fan pour écouter la trame sonore de tous ces films-là à côté. Et je le sais pas, tu pourras peut-être valider. Est-ce que c'est lui qui a fait toute la musique de tous les films tout le temps? Star Wars, pas les derniers, je pense. Je crois que si j'ai bien vu le dernier ou avant ou les deux derniers, je crois qu'il a arrêté, mais là, il est rendu à 92 ans, bientôt 93. Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais ça, écoute, là, imagine-toi que tu as un œuvre comme ça qui avance, puis qui traverse les générations, puis à un moment donné, ben, tu peux plus parce que t'es pogné, t'es vieux, t'as peut-être moins le goût, t'as peut-être moins la santé, l'énergie. Imagine-toi à quel point ça doit être un sacrifice de passer le flambeau à quelqu'un qui devrait techniquement piger ce que toi t'as amené, mais ça veut pas dire non plus qu'il se laissera pas la lassitude d'aller dans une autre direction puis d'amener plus loin ton œuvre. Ça doit être très, très difficile pour un artiste de lâcher comme ça quand le projet est pas fini parce que c'est infini un peu, là. Les Star Wars, ils peuvent en faire encore pour les 200 prochaines années, tu sais. Fait que ça c'est pas évident de, tu sais, ben, lui, le premier, après ça, il y a eu le dauphin, puis là, le dauphin est fini, puis là, on en prend un troisième. Puis encore là, t'as beau avoir des beaux appareils, des appareils musicaux tu sais, pour arriver à sortir du classique, mais on sait bien que au niveau cosmique, ben, on tombe plus dans d'autres types de musique. Fait que c'est très dangereux de perdre la direction de l'œuvre originale.
Ben, d'ailleurs, il a commencé à faire des trames de films dans les années 50, puis il a continué jusque dans les années 2020. Donc, Je suis bien contente parce que quand tu as parlé des années 50, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a beaucoup de bleus indigo. Fait que il y a eu l'aide des bleus indigo pour travailler la vision qu'il avait à apporter au niveau de son œuvre. Mais c'est pas dans son âme parce que tu vois, aujourd'hui, ben, le bleu indigo, il est un fond bien, bien loin en arrière, mais c'est pas une couleur qui a soutenu son âme. Mais il y a eu l'aide des indigo pour bien le partir. OK. Puis, ben, en fait, il a- par la force des choses, il a fait tellement de films, c'est sûr que il a probablement côtoyé la majorité des artistes qu'on a fait, en tout cas qui ont été impliqués dans le cinéma. Par contre, il y en a un qui ressort du lot. Harrison Ford a participé à 14 films avec lui, juste avec Star Wars et la saga Indiana Jones, c'est presque l'entièreté de tout ça. Puis, je veux juste mentionner, ben, en fait, Harrison Ford lui-même, il disait euh, la chanson notamment de Indiana Jones, la chanson thème, il dit ça le suit dans toutes les. Il a l'impression que ça le suit partout, même quand il fait des tests médicaux, etc. là. Mais ce qu'il a dit de John Williams, il dit il a tellement écrit de trames sonores depuis aussi longtemps, c'est il a écrit les trames sonores de nos vies entières. Incroyable, hein? Imagine-toi quand tu as une chanson, un grand succès comme ça, composé par un grand compositeur qui te suit pour la vie. C'est vraiment un privilège que là, moi, j'aurais aimé ça, avoir ma tune qui suit de même. Puis ça me fait penser au duc d'Aquitaine, c'est Alexandre Astier dans Camelot, tu as écrit une chanson de personnage pour lui. Tu sais, je trouve ça, c'est un honneur quand tu as un compositeur qui te compose une œuvre comme ça, là, c'est rare. Puis effectivement, la tune est tellement bonne. Puis ça chante facilement. Fait que c'est facile de faire de la petite musique d'Indiana Jones quand Harrison Ford rentre dans la place. J'aurais été tentée moi aussi. Donc, John Williams, ben, évidemment, c'est un compositeur, chef d'orchestre, pianiste américain, donc né en 1932. Il mesure quand même 6 pieds, donc un pied de plus que Mozart. Quand même, hein? Puis le double de son âge aussi. Oui, pas plus. Son père était percussionniste de jazz, puis donc forcément, il y a eu une influence de ce côté-là. Oui, 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 oui. Côté relation, il était marié 2 fois. Euh, la première fois, ils ont eu euh, 3 enfants. Ouais, il y a eu 3 enfants. Puis il y en a un c'est un musicien quand même connu présentement. Je veux dire que dans la lignée de John Williams, c'est l'arrière, non, le petit-fils. Petit-fils, puis encore là, je sais pas si c'est le petit-fils parce que c'est une énergie masculine, ça pourrait être une fille avec une énergie très masculine, mais je vais y aller sur le petit-fils. C'est le petit-fils qui a le filon de conducteur, de compositeur, interprète, chef d'orchestre, etc. Puis son petit-fils, il va être dans un conducteur blanc, mais il est vert. Fait que il va reprendre ça, il va reprendre la gestion de la renommée et tout, puis il va la partager sur un autre niveau. Fait que la relève dans sa descendance saute ses enfants direct et va à la relève. Fait que c'est un talent qui va suivre parce que ce que j'ai compris, c'est que l'âme de John Williams va rester proche de la lignée pour justement aider son petit-fils.
Son petit-fils qui existe en passant, il est déjà né, là. C'est pas un petit-fils qui va atterrir de nulle part. Fait que c'est déjà dans les contrats d'âme. Le petit-fils a accepté de prendre la relève en tout et de suivre son intuition pour le développer et de se préserver de la colère du père un peu. Il y a certains pièges, mais tout ça pour dire, il va avoir le défi aussi de se préserver de la boisson puis de rester dans des fonctions autonomes, grands et de tenter sa chance. Mais il y a une différence entre j'ai vu le petit gars qui était rendu adulte. L'affaire, c'est que la présence du cœur est beaucoup plus grande chez le grand-père, chez John. Je ne sais pas si c'est la sagesse, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de lumière qui est rentrée en lui avec le temps, l'évolution. Donc, on voit qu'il y a une belle évolution, probablement à cause de son fil harmonique de musique, là, ça a dû l'aider à se construire une belle structure vibrante. Mais comme je l'ai dit au début, comparativement à Mozart, la présence de John est beaucoup plus lumineuse. Et ça lui a accordé le privilège de pouvoir rester près de sa famille pour les 100 prochaines années. Donc, probablement qu'il va se réincarner, mais il va rester comme un guide de lumière qui va s'assurer que la descendance puisse bien se faire au niveau de la transposition de ses talents. Mais le danger que j'ai vu à plus long terme, c'est qu'il soit un petit peu plus en recul et qu'il n'ait pas ouvert son cœur. Donc, il y a le piège de moins porter de cœur dans sa mission de vie et de se protéger un petit peu plus. Donc, c'est un danger qu'il est conscient que le petit gars n'arrive pas à ouvrir son cœur d'homme. Et c'est pourquoi il se garde le privilège de rester proche puis de suivre son talent pour qu'il puisse y arriver puis le forcer un peu à rentrer un petit peu plus dans son cœur. Mais le don pur n'a pas été transmis comme tel à son plus haute expression parce que l'indice lumineux n'arrivera pas à succéder au talent, même s'il y a une relève de prévu dans le programme. Je ne sais pas si c'est clair. OK, je pense que oui. OK. Euh, comme Mozart, il a appris très jeune à jouer différents instruments de musique. Puis dès l'âge de 15 ans, il dirigeait un groupe de musique jazz. Un fait intéressant, il a été 3 ans dans la force aérienne, puis il en profitait pour être chef d'orchestre dans ce contexte-là. Ouais, ben, il y a ça dans le sang. C'est sérieusement, même si tu aurais dit qu'il avait fait tout ça, ça le ramène toujours à là. C'était là-dessus que sa puissance était installée. Fait que tu as beau le mettre comme cordonnier, il serait quand même arrivé à composer quelque chose, puis à orchestrer quelque chose pour que ça sonne mieux. Pourquoi? Parce que ces compositeurs-là, là, ils ont les hautes sphères de claire audition de développer. Tu peux pas arriver à composer quelque chose si t'entends rien. Puis si t'as le cœur bloqué, puis si t'as le troisième œil bloqué, ça ne marche pas. Tu peux pas créer, ben, tu peux créer des tunes, mais ça lèvera pas, ça n'aura pas le magnétisme, la puissance, le rassemblement. T'auras pas l'effet succès monstre que ça a. Fait que c'est la combinaison de la droiture, puis de la réceptivité, puis de se mettre disponible à accueillir ce qu'on entend, puis à avoir le privilège de pouvoir le descendre, puis de le créer. C'est ça, quelqu'un qui canalise, là. Un artiste, c'est un peu ça que ça fait aussi. Ça se concentre, ça rentre, là. Puis vous, dans le canal, là, on va jusqu'au bout, que ce soit un dessin, que ce soit une sculpture ou n'importe quoi. Les artistes ont la facilité de se connecter à la lumière pour arriver à quelque chose. Une réalisation, une œuvre ou quoi que ce soit. Mais les compositeurs, la clairaudience est branchée. Fait que même si tu fais rien, tu entends la musique. Fait que là, si tu fais rien, ben, tu continues à rien faire, mais il y en a qui ont l'audace de le développer puis de prendre la chance de la suivre, puis qui ont les connaissances en plus pour pouvoir le déposer sur le papier, puis que les gens qui savent lire puissent collaborer puis dire, OK, ben, je prends le violon, c'est intéressant à jouer comme morceau, tu sais, c'est stimulant pour un paquet de musiciens qui s'y mettent. Fait que c'est vraiment la force et le courage d'honorer ce que tu as à servir en utilisant tes sens puis tes facultés pour pouvoir le canaliser puis le descendre puis de le construire. Puis c'est ça un humain qui se réalise puis c'est exactement la beauté de nos invités aujourd'hui, c'est qu'ils ont pris la chance de tout miser sur leur talent puis de le développer. Mais au niveau du père, il était un petit peu mieux. Tu sais, tantôt, Mozart, il était là, mais il était pas là. Lui, il était là, mais il a pris le temps. Il y a une distance qu'il a réussi à créer pour se mettre un petit peu plus dans la famille, puis je vois encore que c'est la contribution des Bleus Indigo qui lui ont permis de faire ça, pour aller chercher une certaine stabilité qui est à l'honneur pour qu'il puisse avancer dans ce qu'il avait à réaliser. Fait que, il y a quand même
des meilleures bases solides qui l'ont amené à être un meilleur humain. Puis en même temps, les gens, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils s'asseyaient, certains se sont osés à vouloir le compétitionner. Et puis, c'est comme ça qu'il a vu sa grande valeur, parce que même si les gens s'asseyaient, exemple, qui amenaient des morceaux, et etc., etc., ben, la résonance de son œuvre, de sa création, a dépassé tout le monde, puis ça clenchait tout le monde. Fait que c'est pas pour rien qu'il y a eu autant de super beaux contrats, parce que c'était réellement le meilleur pour y arriver. Tout à fait. D'ailleurs, après Walt Disney, c'est celui qui a eu le plus de nominations à des Oscars, à plus de 50. Puis, c'est le plus âgé à être nommé à un Oscar à 91 ans. Hmm. Euh, autre lien intéressant, dès sa jeunesse, il était ami avec Hitchcock, puis ils ont fait certains travaux ensemble. Ben, c'est drôle que tu parles de ça parce que Hitchcock, on l'a fait dans notre spécial Halloween, là, de l'année dernière, en 2024. Ce que j'ai vu quand tu les as mis en lien dans ta phrase, là, c'est que ils se faisaient rire. Fait qu'ils ont ri ensemble, mais c'était quand même sombre autour. Fait que, d'après moi, c'était un passage. J'ai eu une quête où ce qui a essayé de se découvrir, puis de se renforcer, puis tout ça. Mais ils savaient qu'il y avait un terrain glissant, mais dans l'ensemble, ça vient d'une incarnation où ils ont déjà été très soudés, si je peux dire. Il y avait un petit peu d'aspiration musicale dessus. L'idée d'un cinéma, pas en film, mais d'une histoire qui pourrait capter l'intérêt des gens. Ils ont déjà composé quelque chose, un genre de simili-pièce de théâtre qui a plus ou moins marché parce que, bon, ça n'a pas levé, puis il y a eu une chicane entre les deux. Ils ont eu de la misère à raccorder, puis le projet est tombé à l'eau sous le camp. Et je recule à cette époque-là, je sens que c'est 1757 avant Jésus-Christ, et c'est plus pas dans c'est une version un petit peu en haut de l'Afrique. L'Afrique du Nord, probablement. Fait que il y a déjà des liens qui n'ont pas marché. Fait que ils ont été de passage, se sont reconnus, ils ont ri, mais je vois pas que ça a été plus loin que ça. Mais il a dû avoir une influence, mais comme je te dis, c'est un petit peu caché à cause de la lourdeur énergétique qu'il y a alentour de ce moment-là. OK, parfait. Comme deuxième trame, tu as choisi le thème principal du parc Jurassique. Ouais, ben ça aussi, c'est un classique qu'on peut pas passer à côté. Mais ça, c'était très dur. Tu comprends-tu? Dans toutes les œuvres qu'il a écrites, c'est qu'elle qu'on présente. Puis comme Parc Jurassique, c'était ça, un concept particulier, puis en même temps inégalé. Tu sais, ils ont essayé, là, mais la saga du Parc Jurassique, c'est une œuvre, là, peu importe, même s'il y a eu beaucoup de temps entre les films. La musique est bonne, tu sais, puis tu vois que c'est tout bien orchestré. Fait que ça, bon, je dis, faut que j'en prenne juste trois sur de l'eau. Allons-y pour le Jurassic Park qui a été quand même sûrement très nominé. Sûrement, j'ai pas les détails ici, mais une chose que j'ai apprise que j'ignorais, c'est qu'il a participé à plusieurs célébrations, donc quatre Olympiades, puis il a d'ailleurs composé la trame du thème olympique. Intéressant. Mhm. Donc, il a sûrement côtoyé d'autres célébrités à travers les Jeux olympiques dont j'ai pas noté. Ben, j'en ai Euh, vu un dans mon troisième œil. J'ai vu ah oui? Arthur Ashe qui était très content de l'avoir. Ça, on pourrait voir quand est-ce qu'ils se sont rencontrés ou quoi que ce soit, mais à la réponse de la trame olympique que tu as dit, moi j'ai vu un gros sourire de Arthur Ashe, fait qu'il a rejoint. Il a rejoint les OK, hommes là-dedans. Oui. excellent. Puis, en termes d'œuvres caritatives, il aide beaucoup les jeunes musiciens, puis il veut faire don de toute sa bibliothèque musicale et cinématographique à son décès pour aider la recherche et l'éducation. Très intéressant. C'est un très beau leg, puis ça vient de sa femme. C'est sa femme, c'est sa femme qui l'a poussé à pouvoir aller là-dessus. Puis c'est un beau mouvement de lumière assumé en arrière par un fond bleu indigo. Fait que les bleus indigo, moi, ce que je comprends, là, c'est qu'ils ont vraiment mis toutes les bases pour qu'ils puissent réussir à amener tout ce leg-là au niveau de sa carrière. Fait que c'est pas une couleur d'âme, mais c'est une couleur qui l'a soutenu dans sa carrière tout au long.
Très, très, très bonne idée, très, très bonne idée. Puis comme je te dis, c'est des legs qui vont perdurer comme Mozart. Il sera plus là, puis ça va rouler encore. Fait que c'est très Mhm. intéressant. Mais je sais pas comment que son petit-fils vert va pouvoir arriver à capter ça, là, mais en tout cas, j'ai bien hâte de voir comment ça va se poursuivre. Étant donné sa longévité, il a quand même pu accumuler 300 millions. Ah, je pense que c'est rare que les chefs d'orchestre arrivent à ce niveau-là dans leurs finances. Puis, tu sais, je peux le comprendre, là, tu sais, quand tu as de l'aide des plus grands comme Mozart qui contribuent à ta mission. Mais imagine-toi, le 300 milliards à 300 millions, à quel point qui aiderait tous les compositeurs qui ont de la misère, tu sais. C'est un très beau leg. Côté santé, je Il y a crois de que les l'arthrite dans dernières, les doigts. Mais sûrement, euh, apparemment, il souffre d'un genre de démence, puis il disait que c'est une bataille physique et mentale quotidienne, puis des fois, il y a des tensions musculaires qui l'empêchent de parler, puis qu'il a toujours soif. wow, ça c'est dommage. Mhm. Donc, j'imagine ça contribue au fait que maintenant, il est plus actif, là, côté composition. Mais il entend pareil. OK. Mais ça peut être juste un ajustement, tu sais, parce que ses hautes sphères sont ouvertes. Il y a peut-être juste besoin d'un alignement pour que ça s'attire moins, là, que ça amène. Parce que, tu sais, à un moment donné, si ça s'en va trop, exemple, à gauche, ben là, ça s'attire, ça amène des problèmes. C'est peut-être juste la difficulté de maintenir son alignement qui provoque tout ça. Mhm. Comme troisième trame, tu as choisi la trame de la scène finale de E.T. Ouais, ben là. E.T. étant considéré comme un classique, la trame sonore de E.T. a été aussi très associée à tout ce succès-là. Comme je te dis, il fallait que j'en choisisse trois, mais là, E.T., tu sais, c'est E.T. Tu sais. Je dis, ouais, on la connaît toute, mais c'est le fun de se rebaigner là-dedans. Mais toi, t'aurais choisi quoi dans tous ces films que t'aimes, là, comme musique que t'as aimé le plus? Euh, ben, j'aurais sans doute suggéré la trame de Indiana Jones, Ouais, ben c'est ça. Ça a été dans les mais difficiles à couper, je comprends. ouais. Mais E.T., en passant, c'est le premier film de la carrière de Drew Barrymore. Oui, tout à fait, c'est pour ça que j'ai mis là. Sinon, oui, Ben, c'est parce que j'allais juste rappeler aux auditeurs que l'émission Drew Barrymore existe et elle est couplée avec John Bon Jovi et ça a été une émission très intéressante. Fait que je voulais juste faire le lien que vous pouvez aller la rejoindre du pourquoi que mon cœur a penché avec Drew Barrymore. il a été aussi le compositeur de la série, des trames de la série Superman avec Christopher Reeve. Oui, mais là, on l'avait déjà mis justement avec Christopher Reeve. Fait que les Superman, on l'a exploité au mois de novembre dans l'émission des Superman. Fait que je voulais pas comme refaire un doublon. Il a aussi fait les trames de la série Harry Potter. Intéressant. Mais on l'a fait le spécial Harry Potter. On a déjà mis des trames sonores qu'il avait déjà composées dans l'émission d'Halloween de la première année. Tout à fait. On l'a pas fait comme célébrité. Par contre, il a contribué à plus de 30-40 films avec Steven Spielberg. Ah oui, ça, on va le faire, notre spécial réalisateur un jour. Effectivement. Parfait. Donc, ça conclut pas mal ce que j'avais sur John Williams. Ben, en tout cas, on va le remercier, hein. Je trouve que c'est une bonne manière de passer des classiques avec des instruments philharmoniques par le biais du cinéma. Je crois que si Mozart avait eu l'avantage de pouvoir utiliser ce créneau-là, ça aurait été peut-être plus facile pour sa santé et ses finances. Fait que oui, on s'adapte au temps moderne et puis voilà, on peut toujours avoir de l'aide de nos aïeux, ce qu'on a vu avec l'aide de Mozart dans la carrière de John Williams. Alors, un gros merci, Benoît, à vous, chers auditeurs et collaborateurs également. Soyez bénis et puis heureux. On se voit la semaine prochaine. Benoît, à toi le mot de la fin.
Ben, je veux remercier les deux célébrités du jour qui ont contribué grandement à mon épanouissement musical. Puis je suis très reconnaissant. Alors, je les remercie beaucoup. Merci aux auditeurs, auditrices d'être au rendez-vous. Puis, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Namasté!